Et l'analyse, c'est avec Xavier Aimant, écrivain, rédacteur en chef de Livre Arbitre, rédacteur en chef de la revue Éléments, et avec un peu de chance, avec la pub que m'a faite Alexandre, futur directeur de la rédaction de Radio Courtoisie. Ah, bonjour. Enfin, on y arrive. C'est un complot. Bonjour Xavier Aimant. Bonjour à vous. Alors, vous vouliez nous parler d'un animal fabuleux, d'un marronnier d'élite. Vous vouliez nous parler de l'Union des droites. Ah oui, tout à fait. Car le 28 septembre dernier, lors d'une entrevue sur BFM TV dans l'émission BFM Politique, Marion Maréchal a déclaré qu'elle ne se présenterait pas à l'élection présidentielle de 2027, donc contre sa tante Marine, et qu'elle soutiendrait même celle-ci. Alors bien qu'assez peu surprenante, au regard des forces actuellement en présence, cette annonce a cependant suscité un grand enthousiasme, en tout cas chez certains, qui voit les prémices d'une possible donc union des droites pour les prochaines échéances électorales. Ah, et on y est. La fameuse union des droites, comme vous le disiez, éternel marronnier journalistique, perpétuel serpent de mer médiatico-politique qui ressurgit à chaque nouvelle élection. Pour certains, en effet, hors l'union des droites, point de salut. Et surtout, point de victoire électorale et donc point d'accession au pouvoir. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors penchons-nous, si vous le voulez bien, quelque peu sur ce que pourrait être cette fameuse union des droites, tant souhaitée, cet improbable Graal jamais atteint. Tout d'abord, pour réaliser une union des droites, il faudrait déjà définir et déterminer ce qu'est, en 2025, cette fameuse droite qui les inclut toutes, pour ensuite faire la recension de ces diverses composantes et de leurs spécificités. C'est déjà pas une mince tâche, hein. Certains mauvais esprits pourraient même affirmer que cette union des droites existe déjà, et qu'elle s'appelle le macronisme. Et oui, un rassemblement de LR, Modem et autres centristes au service d'une politique libérale dictée par la banque et les marchés et plébiscitée à Versailles au Chénet, qu'y a-t-il de plus à droite que ça ? Mais non, pas du tout, s'exclameront alors de nombreuses voix, assez légitimement, qui affirmeront qu'il ne s'agit pas là de la vraie droite. Très bien, mais alors qu'est-ce donc que la vraie droite ? Que rassemble-t-elle et qu'exclut-elle ? On en revient donc à nos problèmes de définition. Notre radio, Radio Courtoisie, la radio de toutes les droites, pourrait justement servir d'instrument d'analyse pour tenter d'y voir un peu plus clair. En effet, sur nos ondes, on peut entendre s'exprimer l'intégralité des tendances et des sensibilités de ce qu'on appelle génériquement la droite, et ce, pour le plus grand bonheur et profit de l'intelligence et du débat. Mais cette cohabitation, passionnante et profitable d'un point de vue intellectuel, serait-elle judicieuse et efficiente dans le cadre politicien d'une campagne électorale et surtout d'un gouvernement ? Rien n'est moins sûr, tant il est évident que les différences et les divergences entre ces différentes droites ne sont pas simplement circonstancielles ou cosmétiques, mais bien plus profondes, significatives, doctrinales, voire philosophiques ou ontologiques. Comment en effet concilier le libéral promoteur d'une immigration choisie pour satisfaire les besoins du patronat et l'identitaire rejetant toute forme d'immigration au nom de la défense ethnico-culturelle de l'Europe ? Quelle base d'entente peut exister entre un souverainiste plutôt pro-russe et un occidentaliste farouchement pro-américain ? Quelles visions communes peuvent partager un écolo décroissant pour qui la Terre ne ment pas et une techno-scientiste productivo-consumériste pour qui le transhumanisme est l'avenir ? Ça, vous parlez de qui, là ? Ah ben de certaines composantes de notre grande famille, si je puis dire. Et par ailleurs, pour citer des noms, quel point commun entre les visions sociétales d'une Marion Le Pen et celle d'un Sébastien Chenu ou d'un Jean-Philippe Tanguy. Bon, sans même bien sûr parler des positions des uns et des autres sur le conflit au Proche-Orient. Donc, la question est sur quelle base programmatique pourrait s'établir cette fameuse union des droites ? Alors peu importe, diront certains. On se met tous ensemble, on gagne les élections, et on verra bien après. Alors certes, peut-être, mais c'est néanmoins une curieuse vision de la politique qui s'apparente davantage à une stratégie sportive, assimilant l'élection à un match de foot. Car rappelons-le, le but, l'objectif final de la politique n'est pas, ou en tout cas ne devrait pas être, de remporter les élections, et de faire la nique au camp d'en face. Remporter les élections n'est qu'un moyen, une étape, pour ensuite appliquer une politique au service de l'intérêt général, du bien commun et de la prospérité de la nation. Et dans une telle optique, pour appliquer une telle politique, il faut, au moins au départ, être un minimum d'accord sur celle-ci. Donc avant de parler d'union des droites, il faudrait donc parler de programme commun. Et ça, nous l'avons vu, c'est très loin d'être gagné.
Par ailleurs, même si l'on s'écarte du domaine des idées, qui n'ont hélas jamais vraiment intéressé les partis de droite jusqu'à présent, pour se concentrer sur un simple point de vue pragmatique. La droite adore se présenter comme pragmatique. Que peut-on penser de cette union des droites ? Quel serait par exemple l'intérêt du Rassemblement national de s'acoquiner avec les rogatons de LR, co-responsables du naufrage du pays et complices du désastre ? Quant à Reconquête, Identité-Liberté ou encore Debout la France, malgré leurs qualités respectives et la valeur de leur cadre, de quel poids peuvent-ils vraiment espérer peser sur une hypothétique alliance ? Car sans manquer de respect à quiconque, c'est un peu comme si l'USL Dunkerque ou le FC Annecy tapaient à la porte du PSG pour lui proposer de les aider à remporter le championnat. Quelle que soit la façon dont on l'aborde, l'union des droites apparaît donc, loin d'être la solution miracle vantée par certains, comme une chimère ou, au mieux, une construction circonstancielle, éphémère et bancale, sans cohérence ni solidité. Car ce n'est pas d'arrangement d'appareil, ni de calcul d'épicier dont on a besoin la France pour se relever, mais de bon sens et de courage, d'idées claires et fortes, radicales même, ou en tout cas assumées et non négociables au gré de petites alliances politiciennes. Alors cessons peut-être de nous préoccuper excessivement des étiquettes et des combinaisons partisanes, et demandons à nos futurs dirigeants de nous parler davantage de perspectives d'avenir que de stratégie électorale, et moins de la façon dont ils vont prendre le pouvoir que de ce qu'ils en feront. Merci beaucoup Xavier Aimont. Quand vous parlez des petites formations de droite comme étant des clubs de 3e division par rapport au PSG, on a envie de vous répondre qu'il y a quand même une différence, c'est-à-dire que c'est pas un championnat où tout le monde court sa chance, c'est si jamais il n'y a pas un X voix dès le premier tour, on n'est pas au second. Oui, donc, bien sûr. Alors déjà, 2e division seulement, hein, pas 3e division. Mais c'était pas pour être désobligeant envers ces formations. C'est dans le rapport. Non, j'ai bien compris. C'est dans le rapport de force. On a parlé ensemble. C'est vrai. Ouais, chips. Mais en effet, moi, ces alliances me paraissent bancales parce que le but d'une alliance, c'est quand même que son ralliement entre guillemets à un autre parti, à un parti dominant, dans le but en effet de passer le cap de l'élection, c'est quand même d'influencer et de faire passer un certain nombre de ses idées dans cette coalition. Or, quand le rapport de force est si disproportionné, je ne vois pas en quoi on pourra vraiment être utile et efficient. On risque de se faire totalement phagocyter par le parti principal. Donc, alors, je ne dis pas que c'est la volonté des petits partis, ni que c'est l'analyse du parti principal, mais François Asselineau le soulignait à cette antenne il y a quelques jours, mardi dernier, en mettant en avant, par exemple, ce qui s'est passé avec l'élection législative partielle des Français de l'étranger dans la 5e circonscription, où le maintien du candidat Reconquête a empêché, selon le Rassemblement national, en tout cas selon l'arithmétique, le candidat du RN d'arriver au second tour. Donc on voit qu'il y a une espèce malgré tout, de pouvoir arithmétique et que s'il n'y a pas d'accord au premier tour, il y a une capacité de dispersion des voix qui est totalement légitime en démocratie. Après tout, le vote utile est une espèce de fiction dont on a bien vu qu'elle nous a permis d'avoir Emmanuel Macron régulièrement au pouvoir. Donc, le fait qu'on n'ait pas envie de voter utilement ou de considérer qu'un parti est utile par rapport à un autre, ça paraît tout à fait légitime, mais en même temps, il y a cette dispersion des voix donc, qui fragilise le parti majeur. Oui, qui peut le fragiliser sur ce type d'élection. Là, on évoquait surtout la présidentielle. Je pense que la question du premier tour se pose plus beaucoup pour le Rassemblement national, en tout cas au regard des sondages. Après, est-ce qu'il y a tant de points communs que ça aujourd'hui entre Reconquête et le Rassemblement national? On pourrait aussi s'interroger là-dessus, parce qu'on a l'impression de penser que l'électeur de Reconquête, forcément, s'il n'y a pas de candidat à Reconquête, voterait automatiquement pour le Rassemblement national. Est-ce que c'est le cas? J'en suis pas sûr. Aujourd'hui, par exemple, les programmes économiques sont quand même très différents entre l'un et l'autre. Donc, ça dépend un peu des choix des électeurs. Pensez que les électeurs de droite sont captifs d'un vote RN en cas d'absence d'autres candidats, je ne crois pas que ce soit aussi simple que ça. Et du côté de Reconquête, ça voudrait dire quoi? Qu'ils sont obligés, comme ce sont les plus petits, de se retirer systématiquement quand il y a un candidat RN. Ça veut dire admettre leur propre disparition assez rapidement. Ils portent une vision qui est différente de celle du RN. Si c'était des copier-coller, oui, là on pourrait dire c'est un petit peu inutile, mais c'est pas le cas.
Donc moi je trouve ça justifié que le Reconquête garde ses candidats, ou alors il est en effet appelé à disparaître complètement de la scène politique. Alors, Reconquête garde ses candidats, le RN garde les siens, et en plus, on a surtout un discours de la part du Rassemblement national où cette notion d'union des droites est combattue, puisque le Rassemblement national explique qu'il se situe au-dessus de ce clivage. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, parce que à côté de ça, il suffit de voir les réactions hystérique lorsque le Rassemblement national se retrouve à retrouver 6 postes, 4 postes dans les instances de l'Assemblée nationale. On nous explique que les nazis ont débarqué, que la France a sombré dans le chaos, que Yael Braun-Pivet se traîne en gémissant faiblement dans les caniveaux les plus répugnants. Enfin, je ne cite pas l'intégralité de ce qui est sorti, mais à la place de Yael Braun-Pivet, j'aurais l'impression de m'être fait matraquer pendant 28 heures durant. Donc, si le Rassemblement national prétend avoir dépassé le clivage droite-gauche, on a l'impression que le reste du spectre politique l'enferme très soigneusement à droite. Ah oui, ben ça c'est très clair, mais de toute façon, quoi que le RN fasse, quel que soit le programme du RN, il passera toujours pour d'extrême droite, fasciste, nazi aux yeux de la gauche. Donc ça, j'espère qu'ils l'ont compris, donc c'est pas la peine d'aller trop loin non plus dans les concessions. Mais sur le fond, j'aurais tendance quand même à partager un peu cette vision des choses. Il me semble aujourd'hui que la vraie césure, elle ne se fait plus entre la gauche et la droite. D'ailleurs, il y a plusieurs gauches et plusieurs droites, comme on l'a dit, mais qu'elle se fait plus, c'est ce que a mis en avant notamment Jérôme Fourquet, entre ce qu'on appelle le bloc élitaire et le bloc populaire. Et que la distinction, elle se fait maintenant plus à ce niveau-là, et que des alliances avec la droite, par exemple, libérale, entre le RN et la droite libérale, à mon avis, pourrait être contre-productif, parce que ce n'est pas forcément ce qu'attend l'électorat moyen et massif du Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national est toujours ou encore ou totalement de droite? C'est une question qui a été souvent posée, et en effet, la réponse n'est pas aussi évidente que ça. Si vous demandez à un libéral ce qu'il pense du programme économique du Rassemblement national, même si celui-ci n'est jamais très clair, il y a quand même un peu des tensions entre différents courants, mais il vous répondra non, c'est les socialistes. Enfin, c'est un programme socialiste, donc si ce sont les socialistes, ils ne peuvent pas être de droite. Donc la position de Marine Le Pen de vouloir s'extraire de la dichotomie droite-gauche me paraît plutôt porteuse et plutôt dans le sens de l'histoire, d'une réorganisation du spectre politique, un peu éloigné de cette dichotomie droite-gauche, qui me semble avoir perdu beaucoup de son sens et beaucoup de sa valeur, parce qu'il y a des tas de sujets ou d'idées dont aujourd'hui je serais bien personnellement incapable de dire si elles sont de droite ou de gauche. L'écologie, est-ce qu'elle est de droite, est-ce que c'est de droite ou de gauche? Le libéralisme, est-ce que c'est de droite ou de gauche? Ce genre de choses. Et donc en fait, il vaut mieux entre guillemets, se positionner vis-à-vis de grandes idées, de grands principes, qu'en cherchant à tout prix à se rattacher à un camp qui a de moins en moins de cohérence. Encore une fois, les écarts sont trop grands au sein de la droite pour espérer faire quelque chose de cohérent et de solide avec tout ça. Au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la droite parlementaire. Voilà. Mais la droite parlementaire, maintenant, elle est... le RN fait partie de la droite parlementaire. Non, c'est bien sûr. Et donc, voilà, où le spectre, où ça commence, l'union des droites, où ça s'arrête, sur quelle base, et c'est vraiment, à mon avis, une fiction. Aujourd'hui, c'est de plus en plus une fiction et un fantasme. Alors, c'est exactement la position de François Asselineau. Voilà, on parlait de grands partis comme le Rassemblement national, parlons aussi de l'UPR, qui considère que voilà, donc le clivage droite-gauche est totalement dépassé et que maintenant, il faut en fait rassembler les gens sur une plateforme commune, et cette seule plateforme qui lui paraît capable de rassembler, c'est la souveraineté, ou plutôt l'indépendance, la capacité à retrouver une liberté d'action politique. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous paraît susceptible de rassembler les voix des Français, et même susceptible de bâtir une plateforme commune de plusieurs partis? Moi, je suis assez d'accord avec cette idée. Ça me paraît en effet aujourd'hui plus pertinent d'avoir ce genre de concept rassemblé autour d'une idée forte comme la souveraineté, plutôt que sur des étiquettes de partis ou de micro-partis, etc. Donc en effet, ça me paraît très intéressant. Je crois vraiment qu'il faut un retour à des idées fortes et enthousiasmer les Français sur des idées plus que sur
entre guillemets, des personnalités ou uniquement des discours électoraux. Ce que je regrette, c'est que quand je vois malheureusement le camp souverainiste, la division y règne quand même de façon assez importante, et il faudrait peut-être qu'ils commencent à s'entendre ces quelques partis qui pourraient justement déjà, s'ils étaient unis, représenter une véritable force. Hein. Quand vous cumulez 1,5 ou 1% d'un tel à d'un tel, vous arrivez 4, 5, 6%, vous êtes déjà une force politique qui compte. Donc oui, pour moi, il y aurait la place aujourd'hui pour une plateforme souverainiste au sein du spectre politique, puisqu'en effet, la souveraineté redevient une question centrale dans le discours politique à l'heure actuelle. Donc je suis assez d'accord avec François Asselineau sur cette vision de la politique. Ouais, bon, eh bien, merci beaucoup d'avoir abordé avec nous ce sujet de l'union des droites. Il reste plus que quelques mois pour réussir à bâtir cette plateforme commune, mais unissons nos forces, Xavier Aimant. Il n'est jamais trop tard. Il est comme dit Philippe Barbeau, il est tard, mais il n'est pas encore trop tard. J'ai proposé un débat à François Asselineau qui m'a expliqué que je n'avais qu'à essayer de fusionner avec Toxin. J'ai compris qu'il n'était pas totalement favorable à l'idée du débat. Ah. C'est dommage. C'est toujours dommage. Je vais vous proposer à vous de nous parler du dernier numéro d'Éléments. Ah ben je vous en remercie. Donc le dernier numéro d'Éléments. Vous l'aviez exigé, Xavier Aimant. Voilà, ça faisait partie des négociations du contrat. Le dernier numéro, en effet, le 216 de la revue Éléments, est en kiosque dans tous les bons kiosques et avec en couverture donc un entretien choc avec Elie Barnavi. Elie Barnavi qui est un ancien ambassadeur d'Israël en France et qui nous parle de la situation au Proche-Orient sous un angle qui est assez rarement abordé, car Elie Barnavi est un intellectuel, on peut dire de gauche, qui est très opposé au gouvernement Netanyahou et à son gouvernement qu'il appelle un gouvernement de fous de Dieu, et qui prône la fameuse solution à deux États au Proche-Orient. C'est vraiment un entretien choc, comme nous l'indiquons en couverture, et qui fait déjà un peu parler, puisque Le Monde a déjà sorti un papier pour s'étonner que quelqu'un comme Elie Barnavi se commette dans les colonnes d'Éléments. Donc j'invite les... Ce qu'il y a de bien, c'est que Le Monde s'inquiète qu'Elie Barnavi vous parle, mais il ne s'inquiète pas des propos d'Elie Barnavi. Ah oui, non, mais ça peu importe. Ce qu'il faut, c'est pas parler avec des gens comme nous. Un cordon sanitaire. Le débat, visiblement, et l'ouverture d'esprit, ça les dérange profondément. Donc, pour ceux que ça ne dérange pas, ils peuvent découvrir cet entretien. Évidemment, dans le numéro, il y a beaucoup d'autres choses, comme à chaque numéro, notamment un grand portrait de Paul Valéry, une réflexion sur les limites du capitalisme, et un article que j'apprécie beaucoup sur le Qatar, qui montre à quel point cette formidable puissance est en fait une puissance de sable et qui a une consommation énergétique totalement délirante. Après avoir lu l'article, vous ferez peut-être moins attention à votre douche et à votre temps de passage sous la douche, parce que c'est vraiment hallucinant. Donc beaucoup de choses dans ce numéro d'Éléments. On aura l'occasion peut-être de reparler de certains des sujets qui sont abordés sur les ondes de Radio Courtoisie. Un beau portrait aussi assez touchant de Serge Reggiani, voilà, pour montrer un peu la diversité des sujets que nous abordons dans la revue. Voilà, il n'y a pas que le présent, il y a aussi les racines. Sur le Qatar, il y a l'idée que on se retrouve avec des États qui sont gavés de richesses pour un nombre de kilomètres carrés somme toute petit, et qui ont une pratique qui est exactement au rebours de tout ce que réclame la gouvernance mondiale, mais à chaque fois, eux échappent en fait à l'opprobre. Et on se demande pourquoi. Ah oui, non seulement ils échappent à l'opprobre, mais ils imposent un peu leur volonté un peu partout dans le monde, dans tous les domaines, même dans le domaine sportif, où ils arrivent à accueillir les plus grandes compétitions sportives dans des conditions, en effet, écologiques, par exemple, totalement folles. Ils s'assoient sur les droits de l'homme, les droits des femmes, comme ils veulent, sans qu'on leur reproche rien. Et bien évidemment, c'est la puissance de l'argent qui parle. Mais ça va à des niveaux totalement fous, parce qu'en effet, comme vous le dites très bien, ça devrait être des pays qui sont soumis à des embargos. Je veux dire, on devrait essayer de les forcer, comme on le fait avec certains autres pays plus modestes, à adopter
si on était logique, hein, je dis pas qu'il faut le faire, parce que moi je suis plutôt pour qu'on laisse les peuples se débrouiller eux-mêmes et faire leur révolution s'il y a besoin de faire leur révolution. Mais en tout cas, oui, ce sont vraiment des incongruités dans le paysage mondial, et ils ont une puissance financière telle que c'est plusieurs milliards, par exemple, d'investissements chaque année en France. Ils possèdent les plus grands palaces parisiens. C'est vraiment phénoménal. Ce sont des micro-États, mais qui sont aujourd'hui au centre de la géopolitique internationale. Merci beaucoup Xavier Aymon. Merci à vous à très de me bientôt. recevoir. À très bientôt et avec grand plaisir.